Oui, oui, tout à fait. Bonsoir, bienvenue à la médiathèque Cabanis qui nous fait le plaisir d'accueillir ce rendez-vous proposé dans le cadre du marathon d'avril 2014. Un marathon d'avril un peu particulier par rapport aux éditions précédentes puisqu'il comporte un grand nombre de rendez-vous grand public, donc ouverts à vous, entre autres, consacrés cette année au Vietnam et à Marguerite Duras. On est ravis du partenariat que nous avons avec la médiathèque Cabanis pour un certain nombre de rendez-vous, puisque Cabanis également célèbre Duras durant tout le mois d'avril. Je vous renvoie au programme avec projection et conseils de lecture aussi tout au long du mois. Mais sur ce rendez-vous aujourd'hui, nous avons la chance d'être aussi partenaire de la librairie Ombre Blanche et du magazine Télérama. Je remercie d'ailleurs Christine Ferniaud, journaliste, d'être présente, qui va animer et modérer cette rencontre. Alors une rencontre, j'ai envie de dire au sommet, puisque difficile d'évoquer aujourd'hui le Vietnam et sa littérature sans évoquer l'un des écrivains les plus traduits dans le monde, à savoir Diong Trung, qui nous fait le plaisir d'être présente aujourd'hui. Et vous pouvez. Alors Diong Trung qui a déjà... Merci à vous, merci. Diong Trung qui est déjà... Vous êtes déjà l'auteur d'un grand nombre de romans. Vous êtes installé en France depuis 2006. Ça, je laisserai bien sûr le soin de l'évoquer lors de la rencontre. Et vous venez de publier un dernier ouvrage aux éditions Sabine Vespizer, Les collines d'Eucalyptus. Alors, très beau texte, un nouveau texte de Diong Trung. On a souhaité le confier à l'une des grandes lectrices du Marathon des mots, qui nous a fait le plaisir, elle aussi, d'être présente à ce rendez-vous, à savoir Catherine Allégret, qui saura... qui saura, je le sais, restituer toute la force, vous le verrez, et en même temps toute la sensibilité, l'émotion de l'écriture de Diong Trung. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous demanderai bien évidemment d'éteindre vos portables, n'oubliez pas, ça fait toujours désordre au milieu d'un échange passionné d'être interrompu par une sonnerie d'un opérateur quel qu'il soit. Voilà, je vous souhaite un très bon moment et je vous invite aussi bien sûr à prendre connaissance de la suite du programme du Marathon des mots. Catherine Allégret sera demain soir au Théâtre Sorano pour continuer l'évocation de Marguerite Duras avec une lecture parmi les derniers textes de l'auteur. Voilà. Merci infiniment et très belle rencontre. Et Xavier Gallet sera aux côtés de Catherine Allégret, bien sûr. Très belle rencontre à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Eh bien, on a tout dit, hein, je crois qu'on va s'en aller. C'est vrai que c'est un grand bonheur de vous voir ici. Diong Trung, vous connaissez Toulouse, vous connaissez le Marathon des mots. Mais ce soir, c'est encore pour d'autres raisons que vous êtes là, pour ce nouveau livre et qui s'appelle donc Les collines d'Eucalyptus. Ces collines d'Eucalyptus, elles sont peut-être dans le nord du Vietnam. Est-ce qu'elles étaient les collines que vous aviez connues quand vous étiez une petite fille? Oui, exactement. Les collines d'Eucalyptus existent au nord vietnamien. Et elles ont ces parfums et vous avez pensé à elles quand vous avez évoqué cette histoire, imaginé cette histoire? Non, vraiment dire, moi, je s'intéresse beaucoup quand j'étais petite, quand j'étais une jeune femme, une jeune fille, parce que là, c'est le temps de guerre. C'est le temps de la guerre contre-américaine, une guerre le plus stupide, le plus atroce dans notre histoire. Et quand j'étais jeune, je suis engagée dans les études pour servir la guerre. Et je n'ai pas le temps pour regarder des choses romantiques comme maintenant. C'est peut-être avec la vieillesse et avec le recul du temps, avec la tranquillité j'ai gagné à Paris, que la nostalgie qui me revient et toutes les collines d'Eucalyptus qui me reviennent aussi. Ce livre, alors là je mets mes lunettes parce que c'est un livre un peu qui a une histoire un peu étrange. Il est en relation avec votre livre précédent, Sanctuaire du cœur,
Les collines d'Eucalyptus, ce n'est pas la suite de Sanctuaire du cœur, mais c'est avec le même personnage dont vous imaginez un autre destin. Qui est ce garçon et pourquoi vous lui avez donné 2 destins possibles? On peut avoir, on puisse avoir, pardon, parce que mon français est toujours débutant et minable. On ne peut pas apprendre en langage étranger quand on a déjà 50 ans, s'il vous plaît. Mais moi, avec ma vieillesse, je dois tâtonner sur le chemin. Écoutez, Duong Chuong, je ne parle pas le vietnamien couramment non plus, donc je pense que vous avez plus de savoir que nous. Non, merci votre charité. Mais dans mon âge, on n'a plus illusion sur soi-même. Je trouve ça exactement la chose la plus importante. Si on n'a plus l'illusion sur soi-même, on va faire des choses stupides. Alors donc, ce garçon, ce héros, qui est-il? Sanctuaire du cœur et Les collines d'Eucalyptus, c'est les 2 livres différents, mais c'est les 2 hypothèses différentes pour expliquer la furie de mon neveu. Comme l'autre fois, j'ai parlé avec vous détaillement notre relation. J'ai une cousine enseignante. Elle s'est mariée avec un beau enseignant et leur fils unique, c'était mon neveu. C'est pas très proche, mais quand même, parce qu'il est très gentil, très beau, très rêveur. Je sais pas, mais il y a tant de souvenirs avec lui. Malgré quelques jours que je passe là, et ce couple lancé un télégramme pour moi pour chercher mon net, parce que là j'ai été en tant la fille bien aimée du parti, j'ai une des relations énormes avec les journalistes comme vous et surtout avec les policiers. Et là, c'est le privilège pour m'aider de chercher mon neveu perdu. Mais jusqu'à 1987, ma cousine, elle est vraiment ignore que j'ai déjà basculé de l'autre côté. Ça veut dire, étant la fille bien aimée du parti, je passe la frontière pour devenir l'ennemi du peuple. Oui, vous êtes une rebelle, ça on le sait. Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la rébellion qui me cherche et non l'inverse. C'est à voir. Et donc ce garçon, vous ne pouvez plus le chercher? Non, depuis 1987, je n'ose pas répondre directement à ma cousine que non, maintenant je suis déjà faire des choses critiques envers des partis, je suis maintenant opposant et je dis rien. Je me taisais comme une sorte de muette, vraiment mal élevée. Mais je n'ai pas de choix. Et là, je coupe le pont avec tous les membres de ma famille, les collègues, les écrivains, les cinéastes, tout, parce que je suis engagée dans une lutte très dangereuse. On peut me tuer n'importe quel moment, mais quand même, je ne veux pas que les autres soient blessés avec moi. C'est comme ça que je coupe le pont avec tout le monde. Et là, mon neveu perdu déjà jusqu'à maintenant, je n'ai pas la nouvelle. Quand vous faites cela, vous dites 1987? Oui. Vous êtes là-bas? Oui, je suis à Hanoï. Donc, vous continuez d'autant plus dangereusement à vivre cette espèce de double vie dont personne ne se doute. Vous restez longtemps là-bas avant de pouvoir venir en 1996 en France. Comment vivez-vous? Je vivais
comme une sorte de prisonnier par ma destinée. Vous imaginez que vous vivez vous vivez dans une maison en verre, en cave en verre. C'est-à-dire, on vous regarde à n'importe quel moment. On peut fouiller n'importe quel moment si vous quittez votre appartement pour faire la course. On peut faire des choses comme ça. Par exemple, si on fouille votre placard, on jette votre carnet, votre monnaie partout. C'est comme si là, on a déjà entré dans votre appartement. Là, il se montrait la puissance du pouvoir. C'est comme ça que tant des années comme ça, je n'ose pas coucher moi seul avec des choses comme vous. Ici, vous couchez avec petits vêtements ou même nuit. Mais moi, je n'ose pas. Parce que je crains qu'on filme en cachette. On fait greffer avec les photos d'un homme. Et on va se montrer que moi je couche avec quelqu'un d'autre. Et on fait des films comme ça, on distribue, c'est la mort. C'est la mort atroce, beaucoup plus que la mort physique. Parce que ça coupe votre vie, mais ça éclabousse la boue sur tout votre entourage. Mais vos enfants, vos petits-enfants, si vous en avez, et les parents, les amis, tous les gens qui vous connaissent, qui seront honteuses par vous-même, et c'est beaucoup plus atroce qu'une mort normale. C'est comme ça, de tant d'années, je n'ose pas se montrer mon corps. Parce que c'est dangereux pour moi. Je vis dans mon appartement comme vivre dans une sorte de cave en verre. Là. Lorsque vous arrivez en France en 2006, vous pouvez enfin payer votre dette à cette famille, puisque vous avez promis, ou du moins ils espèrent que vous allez retrouver ce neveu, ce petit-neveu, ce petit cousin. Donc, vous payez votre dette en lui écrivant 2 livres, en quelque sorte. Oui, pour me calmer, pour me libérer la culpabilité. Avec ce diptyque-là, Sanctuaire du cœur et de qualité, vraiment, ça me fait léger le cœur. Alors, c'est drôle, parce que, enfin, c'est drôle, plus ou moins, Tan, dans Sanctuaire du cœur, vit dans une... voilà, est un gigolo. Et dans le second livre, il se révèle à lui-même, il révèle son homosexualité. Donc vous lui avez donné 2 destins assez contradictoires, je dirais, puisque d'un côté, il donne le plaisir aux femmes, et d'un autre côté, il trouve le plaisir avec des hommes. C'est en quelque sorte ça, non ? Je ne fais pas l'exprès, non. Je trouvais deux hypothèses le plus probable. Seulement ça. Mais je dois insister qu'il y a beaucoup d'autres hypothèses. Et si vous voulez bien, dans le fini ce livre, je demande à vous, lecteurs, lectrices, continuez à écrire le 3e tome, 4e, 5e, avec les hypothèses différentes. Et pourquoi pas vous ? Moi, je suis vieille. Je suis fatiguée, madame. Dans ces collines d'eucalyptus, au début du livre et de façon continue, Tan vit en prison. Il se souvient de son passé, mais il vit en prison. Vous aussi, vous avez vécu en prison. Il faut dire que moi, je suis 8 mois dans la prison, mais une prison politique, ça veut dire une Sainte-Lune à part. Moi, je suis seule. Bien sûr que je dois subir toutes les choses que vous imaginez pas. Par exemple, le manque de l'eau, le manque de toilette. Il faut faire pipi caca dans une sorte dans l'hôpital qui s'appelle Beau.
en beau, ah oui, en beau. Oui. Excusez-moi, mon français c'est comme ça. On vous torturez. Mais et je suis, j'ai atteint les maladies galleuses, la gale, c'est misérable, mais quand même, je suis seule. Et avant moi, il y a seul deux autres prisonniers politiques. Le premier, c'est général Chu Văn Tấn. Le deuxième, c'est ministre de la jeunesse, Hoàng Minh Chính. Et moi, je suis troisième. Et petite chambre 10 mètres carrés, la moitié c'est l'une pour moi, la moitié une fac prisonnier pour faire des interrogatoires. Mais quand même, Gall et faim et misérable, mais quand même seul. C'est vraiment une sorte de complètement différent avec les prisons que je fais description dans les deux livres. C'est les prisons civiles. Les prisons civiles au Vietnam sont toujours une sorte de cassette. Ils se construisent dans les lieux perdus, dans les montagnes, dans les jungles. Et donc, ça évite tous les regards des journalistes vietnamiens, surtout des journalistes étrangers. Mais moi, j'ai été le temps la fille bien aimée du parti. Et moi, j'ai une sorte de livre personnel très rouge. À la fois contre-américaine, à la fois contre les Chinois en 1979, derrière une femme unique dans le ministre de la Culture qui a participé dans les troupes comme ça. On croit que moi, je suis parfaitement confiance pour partir et l'inverse. Et c'est comme ça on m'a donné des autorisations d'inviter des prisons civiles comme ça. Et là, et maintenant, avec le temps, c'est le fruit. Comment passe-t-on de la petite fille parfaite du parti à une ennemie? C'est quelque chose qui est arrivé brusquement dans votre vie? Ou une espèce de révélation que vous vous trompiez? Ou bien c'est au fil du temps? Et est-ce que c'est l'écriture qui vous a aussi aidé à passer d'un bord à l'autre? Moi, je suis issue d'une famille féodale. Mais dans les féodalités, on cueille quelques valeurs très sûres. Surtout l'honnêteté, la sincérité. Et l'honnêteté, ça veut dire qu'on ne peut pas jouer une vie hypocrite. Mais quand je participais dans la guerre, je trouve dans les membres du parti, il y a beaucoup d'hypocrites qui parlent très beau, mais qui cherchent toujours se cacher dans les abris et laissent le front pour des gens comme moi. C'est comme ça que je méprise totalement des gens comme ça. Et quand on me demandait de participer du parti, je refuse catégoriquement. Mais vous savez que en réalité, moi, je participais à deux guerres très atroces. C'est surtout la deuxième guerre contre les Chinoises. Moi, je suis seule dans un groupe de presque 30 personnes. Et moi, je suis seule femme. Seule femme, c'est très difficile. Pourquoi? Vous ne pouvez pas faire pipi caca parce que les chemins sont très exacts, très minces. Et les bombes, les mines de Chinois qui sont partout. Si vous touchez les mines, ils font sauter votre âme. Mais une sorte de rangée, sorte de pourri la chair. Ah oui, voilà, comme ça. Qui continue jusqu'à votre hanche. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on ne peut pas guérir des mines comme ça.
Et, mais je crois que je prends toujours le côté dangereux pour moi. C'est comme ça qu'on disait que ah, moi je suis courageuse, mais on croit que courageux, fidèle envers la patrie, c'est le fidèle envers le parti. Mais moi, je distingue différent. Je suis fidèle avec ma patrie, mais je vais classer sur le parti. C'est des choses. Et pourquoi décidez-vous de choisir l'écriture? A priori, vous étiez plutôt quelqu'un qui voulait faire de la scène, qui chantait, et d'un seul coup, vous écrivez. Pourquoi? Parce que mon rêve le plus grand, c'est de faire réalisateur cinéaste. Mais j'ai tout perdu l'argent dans mon film, vrai film. 1990, M. Nguyen c'est-à-dire général, secrétaire général du parti, et il donne ordre de brûler tout mon film. Et là, je n'ai plus l'argent pour faire film. Alors, je prends la plume parce que ça ne coûte pas. En fait, si ça n'avait pas brûlé, vous seriez plutôt une cinéaste qu'un écrivain, alors? Oui, parce que moi, je suis professionnelle, je suis scénariste. J'écris les scénarios dans le studio film fiction national. Et, mais je rêve d'être réalisateur. Mais finalement, c'est presque une chance que tout cela ait brûlé, puisque vous avez découvert que vous pouviez être une grande romancière. Et finalement, pour nous... Peut-être qu'on n'aurait jamais vu vos films et qu'on a pu lire vos livres partout dans le monde. C'est un malheur pour vous, mais c'est peut-être une chance pour vos lecteurs. Et ce premier livre que vous écrivez, c'est un livre qui déjà dénonce les apparatchiks, le parti, la malhonnêteté. Surtout, je ne me prends pas une grande romancière, c'est comme vous dites, hein, d'accord, grand ou petit, pas grand-chose. Pour moi, les mots sont différents, indifférents pour moi. Mais surtout, quand je n'ai plus l'argent pour faire le cinéaste, le cinéma, je trouve littérature, c'est une sorte d'exutoire interne pour moi. Il m'a sauvé. Elle m'a sauvé. Mais lorsque vous écrivez ce premier livre, vous savez déjà que vous allez continuer à écrire? Je ne sais pas, parce que ma vie, c'est la lutte. Et littérature, je trouve une sorte de me libérer les pressions internes, intrinsèques. Et les angoisses, les tristesses, toutes les frustrations dans ma vie se cherchent pour se libérer. Et quand je me libère, je fais quelque chose pour les lecteurs et lectrices. On peut regarder un paysage humain comme ça. Mais je ne compte pas que utiliser la littérature comme instrument pour contre le régime. Non. La lutte, c'est déjà assez. Littérature, c'est littérature, c'est à part. Non. Quand nous nous étions rencontrés pour faire une interview donc pour Télérama, vous m'aviez dit: je suis un peu comme une commode avec deux tiroirs. Il y a un tiroir pour la lutte et un tiroir pour la littérature. Exactement comme ça. Moi, oui, ma vie, c'est exactement ma vie sentimentale, c'est en l'enfer. C'est comme ça. Et je ne veux pas embellir ma vie parce que dans tout cas, toutes les femmes dans notre grande famille qui disaient que vivre comme moi, plutôt mourir. Oui, parce qu'elles trouvent des épreuves que je dois subir, des souffrances que je dois subir, c'est trop. C'est trop. Mais moi, je disais que je suis
capable de regarder ma souffrance comme regarder en verre ou une table comme ça. Et je me regarde sur mon nez. Ah, tu existes encore, bravo. Ah, c'est ce qui vous donne ce tonus comme ça. Mais quand vous arrivez en France, donc en 2006, vous venez retrouver votre éditrice, Sabine Vespizer, vous sortez, qui sort la traduction de Terre des Oublis, vous obtenez beaucoup de prix, vous vous installez à Paris. La lutte continue malgré tout. La lutte continue quand je suis vivant. Et c'est plus facile quand on est à Paris quand même. Plus facile parce que je servis l'autre côté. Mes camarades restent dans le pays pour mener directement la lutte. Mais moi, je servis quelque chose. Et quelque chose, je ne peux pas vous dire, madame. Non, mais que... revenons aux collines d'Eucalyptus. Il est un peu vos deux visages, en fait, car votre héros est en prison, mais il regarde la nature et il se souvient de choses agréables. Et c'est vraiment tout ce qui fait votre talent, c'est de montrer les choses qui sont difficiles à vivre, mais aussi de raconter les bons souvenirs, les bons moments. On disait que dans les romans, c'est toujours une partie autobiographique. Je crois que c'est exact. Moi, je me considère depuis très longtemps comme une morte vivante. Une morte vivante, ça veut dire on vivait comme un grand criminel. On tue beaucoup de gens, on est prêt à mourir n'importe quel moment. Ça, c'est une légèreté pour exister pour moi. Mais si vous êtes dans ma situation, vous trouvez qu'une sorte de décision comme ça, c'est tonique pour vous. Parce que vous profitez les moments que la vie qui nous donne, qui vous donne. Vous pouvez approuver en vent fraîche les chants des oiseaux, les paysages. Et moi, non, mais vous, si vous dans la situation, vous pouvez embrasser un homme que vous aimez. Mais je trouve que ça marche. Dans tout cas, l'humain doit chercher une façon commode pour exister et pour que ça marche. Qui est Anne pour vous? C'est un garçon qui vient de votre famille. Est-ce que c'est une famille modeste? Est-ce que c'est une famille aisée? D'où vient-il, ce garçon? Très aisé. J'avoue que ma grande famille, c'est pas richissime comme c'est vous, mais quand même assez bien aisé. Ma cousine aussi. Et ce garçon, donc, est homosexuel. Il découvre son homosexualité et Catherine va lire un passage qui, justement, évoque cette découverte. Et on a l'impression que c'est assez bien accepté autour de lui, dans son pays, dans sa famille. Est-ce que c'est le cas au Vietnam? C'est pas très bien accepté, mais pas très méchanceté non plus. Homosexualité reste un tabou, une chose étrangère. On regarde avec curiosité, on sourit, mais on se casse comme ça. Mais on ne peut pas frapper les homosexuels, on ne peut pas les insulter, parce que vous n'avez pas de droit comme ça.
Mais les familles qui ont une fille ou un garçon qui a une vie sexuelle à part comme ça, anormale comme ça, il faut arranger les choses. Il faut déplacer leur fils ou leur fille dans une autre raison et il faut faire semblant comme rien n'était. Oui, ça arrive dans d'autres pays aussi. Catherine Allégret, est-ce que ça vous dirait, tiens, de lire ce passage, par exemple? Ça me dirait bien. Puisque vous êtes là, sous cette belle lampe comme ça. Je suis quand même venue pour ça, quand même, un peu. Si on allumait un petit peu votre côté. C'est cette histoire, cela dit. Mais oui. Allez. Ce fut son dernier souvenir de la famille du poète. Les étés suivants, parce qu'il avait grandi, M. Rowe leur apprit à faire du cheval et cela mobilisa toute sa concentration. Ils repartirent quelquefois pour Dongmo et Langson, mais ce fut au tour de maîtresse Sienne de leur organiser des escapades culturelles. Ainsi, ils visitèrent le mausolée des rois Hung à Phuto, la baie d'Along à Quang Ninh, et ils purent se baigner dans la mer à Katba. Ce fut une époque merveilleuse. Les deux garçons réussissaient à l'école, ils étaient sages, et leurs parents étaient contents d'eux, encore plus confiants quant à leur avenir. « Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, petit Can ?» demandait maîtresse Yen. « Je ferai le même métier que maître Ti. J'aime beaucoup l'histoire. »« Et moi, dit Tan spontanément, le même métier que toi, mère. » Maîtresse Yen était son modèle. Sans doute ne serait-il pas professeur à Langjiang, mais il enseignerait à l'école normale de Hanoï. C'était l'avenir que ses professeurs et ses conseillers d'orientation lui prévoyaient. Langjiang était trop petit pour ses talents. Pour un surdoué en mathématiques, l'horizon s'élargissait. Parfois même, ses professeurs formulaient plus d'ambition encore pour lui. Il partirait étudier à l'étranger, dans une grande école de mathématiques, car notre pays était encore sous-développé et n'avait pas tous les moyens pour son épanouissement. Une fois sorti du pays, avec son talent hors du commun et sa passion dévorante pour les maths, nul doute qu'une université réputée ou un institut de recherche étranger lui ouvrirait les bras. Personne ne pensait autrement. Sa trajectoire future avait été tracée de façon concrète, dans les moindres détails. Elle était pratiquement devenue réalité, une réalité qui n'attendait plus que le temps pour se concrétiser. Pour tout le monde, son avenir était un bouton de rose qui, demain, épanouirait avec éclat tous ses pétales. Mais avant ce fameux lendemain, une grêle s'abattit sur la rose. Succédant à une décennie de sérénité et de bonheur, advint une année de grande catastrophe. Tan entrait dans sa dernière année de lycée, tandis que Petit Can entamait sa première. 2 semaines après la rentrée, M. Rowe tomba gravement malade. Madame Rowe confia le cheval au voisin pour aller s'occuper de son mari à l'hôpital de la ville. Après 2 journées d'examen en tout genre, M. Rowe fut transféré à l'Institut K à Hanoï, spécialisé dans les cancers. Là, les médecins lui apprirent qu'il avait un cancer en phase terminale. Ce n'était pas le péritoine comme chez son père, c'était un cancer du côlon, et le malade n'avait plus que 6 semaines à vivre. Petit Can arriva à Hanoï 3 jours avant son décès. Malgré la souffrance qui le ravageait, M. Rowe avait encore toute sa tête. « Nous t'avons eu alors que nos cheveux commençaient déjà à blanchir, dit-il à son fils. Tu es donc le dernier cadeau que le ciel nous a donné. Tu dois t'occuper maintenant de ta mère. Fais-moi enterrer derrière notre maison du hameau des eucalyptus. »« Père, sois en paix, répondit Petit Can. Je ferai selon tes instructions. » Comme tous les malades décédés à l'Institut, M. Rowe fut d'abord enterré au cimetière de Van Dien. Il faudrait attendre 3 ans avant de pouvoir l'exhumer et transférer ses restes. Après les obsèques, Petit Can abandonna l'école pour devenir cocher, avec l'accord de sa mère. Maîtresse Sienne tenta par tous les moyens de le faire changer d'avis. À Langjiang, sa subsistance était assurée et il pouvait continuer l'école. Son avenir serait meilleur. Avec ses capacités, il réussirait l'examen de fin de scolarité et pourrait intégrer une université moyenne. Il était bon élève, il ne possédait pas de connaissances exceptionnelles, mais elles étaient solides
aimé de tous, élève comme professeur, il entrerait dans la vie active avec bonheur. Je vous remercie beaucoup, mais j'ai promis à mon père. Une promesse faite à un mourant doit être honorée, même dans le sang. Il restait ferme face à tous les conseils, à l'insistance de ses amis. Il fallait bien vivre. Comme Tan, Petit Can entamait alors sa 13e année, sa 16e année. Sa voix avait mué, il avait grandi, et ses épaules étaient devenues aussi puissantes que celles du défunt cocher. Son visage avait beaucoup changé depuis son enfance. Il était devenu plus équilibré, ses sourcils s'étaient épaissis, et quelques poils poussaient autour de ses lèvres. Tan, lui, mesurait 1,70 m, avait des cheveux épais, longs jusqu'aux épaules. À l'école, chaque fois qu'il apparaissait, les filles s'agglutinaient autour de lui. Madame Rowe rangea les affaires de son fils en sanglotant. Au moment de se quitter, les deux jeunes s'étreignirent. « Je serai toujours ton petit frère, quelles que soient les circonstances, » dit Petit Can. « Exactement, nous sommes frères pour toujours. » À peine un mois après le départ de Petit Can, ce fut au tour de Tan de recevoir le ciel sur la tête. Ni tempête, ni incendie ou inondation, ni détresse due à un deuil ou souffrance causée par une maladie. Une catastrophe, secrète, muette, réservée à lui seul. Pour la première fois de sa vie, il découvrit la vérité sur lui-même. Sans doute était-elle déjà là, enfouie comme un minerai sous la montagne, comme un cadavre dans la terre profonde, attendant le moment de se révéler au jour. La fatalité avait sonné son heure. Depuis l'école élémentaire jusqu'au lycée, il avait toujours eu le même voisin de classe qui s'appelait Kwang. 10 ans partagés, passés à partager le même pupitre, le même casier, où ils rangeaient leurs cartables et leurs friandises, le même banc. 10 ans à fréquenter la même cour de récréation, les mêmes professeurs et les mêmes camarades. 10 ans à s'amuser ensemble dans les camps et les fêtes scolaires. En outre, les parents de Tan étaient très liés avec ceux de Kwang, dont le père était le docteur Tin. Durant ces 10 ans, les deux garçons avaient été très proches, toujours à se toucher, à se tenir par la taille, toutes attitudes si naturelles chez des amis de même sexe. Un après-midi, un match de volley opposa sa classe à la 10C. À la fin du match, les jeunes joueurs, dégoulinant de sueur, montèrent en haut de la colline pour se sécher au vent. Kwang marchait devant avec quelques amis, Tan suivait. Subitement, le corps de Kwang frappa ses yeux avec une intensité particulière. La découverte de sa beauté, car c'était une découverte, le mit dans un état d'excitation irrépressible. Le désir monta en lui, un désir qu'il n'avait encore jamais connu, car il avait pour objet un être dont il n'avait jamais soupçonné qu'il puisse le devenir. Les sens chavirés, n'écoutant que les besoins de son corps, Tan courut vers son ami, l'étreignit des deux bras et déposa entre ses omoplates un baiser. Kwang se retourna vers lui stupéfait. Une stupéfaction qui se transforma très vite en méfiance, puis en affolement et enfin en effroi. Rouge comme une tomate, il repoussa Tan avec force, silencieusement mais méchamment. Ce fut bref, personne n'avait rien remarqué. Tan se ressaisit, recula d'un pas, le visage blême. Qu'ai-je fait? J'aime donc Kwang depuis longtemps? Suis-je un homosexuel? Un de ceux qu'on appelle les enculés? J'ai déjà 16 ans, pourquoi n'ai-je rien su jusqu'à maintenant? Parce que personne ne m'a révélé l'existence de l'homosexualité, personne ne m'a dit que ce n'est pas si rare, un caprice de la nature dans lequel ma volonté n'est pour rien. Jusqu'ici, j'ai vécu dans l'ignorance, comme ces misérables paysans analphabètes qui ne savent pas que les bactéries vivent dans l'eau de la rivière et qu'elles peuvent leur transmettre la dysenterie. L'humanité meurt plus de son ignorance que de la guerre. Tout en haut de la colline, les flamboyants jaunes avaient fleuri et recouvraient l'herbe d'un tapis d'or, tandis que les flamboyants rouges, en fin de saison, ponctuaient le carmin, le fond vert du paysage. Les garçons étendirent un maillot de corps sur l'herbe et y déposèrent une poignée de prunes. Ils les croquèrent avec gourmandise, telles des jeunes filles en mal de goût acidulé.
Tan, tu ne manges pas de prunes? Je n'aime pas les fruits sûrs. Elles sont mûres, elles sont bonnes. Merci, j'ai déjà bu de l'eau en bas. Laisse-le, monsieur le philosophe est en train de cogiter. Je ne réfléchis pas, fulmina Tan. Après ce match, je suis fatigué. Il lui semblait que ses camarades se moquaient de lui. Avait-il deviné quelque chose? Kwang, lui, restait muet. Il mangeait sa prune en regardant les branches des flamboyants chargés de fleurs bouger au vent, en enlevant calmement quelques brins d'herbe sur son pantalon. Tan comprit que ce silence était un point final, la fin de 10 années d'amitié, d'une succession de journées pleines de souvenirs. Devait-il en être ainsi? Pourquoi avait-il été si stupide, d'une stupidité impardonnable, cette solide forteresse de leur amitié aux murs de roche et aux fondations de pierre s'était écroulée comme du sable au bout de 10 ans, sous l'infime secousse du désir sexuel? Le sort était-il si cruel? Je dois fuir maintenant, partir avant qu'on ne découvre ce qui est en train de se passer dans mon cœur. Amusez-vous bien, dit-il en se levant. Il faut que je rentre. C'est l'anniversaire du décès de mon grand-père. Il descendit, enfourcha son vélo et prit la direction de la ville. Arrivé à mi-chemin, il bifurqua soudain vers le temple dédié au génie d'un village de banlieue. Derrière l'édifice, il y avait un vieux figuier pleureur de 300 ans qui étendait ses larges branches touffues au-dessus d'un vaste espace jonché de feuilles mortes. Tan s'écroula entre ses racines aériennes, en larmes. Il y resta jusqu'à la nuit tombée. Le lendemain, il fut convoqué par la professeure principale. Elle lui apprit que Kwang avait demandé à changer de place et elle voulait en connaître la raison. Depuis le cours élémentaire, vous avez toujours été tous les deux élèves brillants, très liés l'un à l'autre. Vous êtes également 2 amis qu'on n'a jamais vus se disputer pendant toute cette longue scolarité. Pourquoi cette subite brouille, surtout une dernière année de lycée? Je ne sais pas, mademoiselle, réussit-il à balbutier. Puis, trouvant rapidement une idée, peut-être que ses parents et les miens ne s'entendent plus et... Quoi, qu'est-ce que tu racontes? S'étonna l'enseignante, écarquillant les yeux derrière ses lunettes. Il y a quelques semaines, ma mère avait recommandé ma tante à la mère de Kwang, qui est chef du service gynécologique à l'hôpital de la ville. Ma tante connaissait une grossesse difficile et devait être hospitalisée 1 mois avant le terme. Malheureusement, le jour de son accouchement, la mère de Kwang était en réunion à Hanoï. Elle n'avait sans doute pas bien renseigné les médecins de garde. Toujours est-il que ma tante a eu une hémorragie et est morte pendant son transfert à Hanoï. C'est vrai? Quel horrible malheur, soupira la professeure. Je suis désolée de ne pouvoir vous aider dans cette affaire, mais j'accéderai donc au désir de Kwang. Il passera au pupitre devant et toi, comme tu es grand, tu resteras à ta place actuelle. Tan rentra chez lui en titubant comme un malade. Son corps tétanisé se dérobant à chaque pas. 2 choses lui faisaient honte. Le décès de sa tante était bien réel, les maîtresses Yen en avaient voulu à la mère de Kwang, mais cela n'avait aucunement affecté les relations entre les 2 garçons, qui ne dépendaient plus beaucoup de leurs parents. La raison qu'il avait alléguée était mensongère. Sa deuxième cause de honte était plus profonde, plus terrible. C'était comme si, poussé dans le dos par quelqu'un, il était en train de tomber dans un gouffre, comme si, frêle embarcation, il se trouvait déjà dans le triangle des Bermudes, sans aucun espoir d'en sortir. Ses mâts allaient se briser, sa carène serait broyée, il irait s'abîmer dans les profondeurs de l'océan. Pour la première fois, on l'avait rejeté. Pour la première fois, il connaissait les affres du mal d'amour. La vie venait de lui révéler une dimension totalement différente. Il ne deviendrait pas un garçon comme les autres, ne vivrait pas la même vie qu'eux, une vie normale. Il était désormais au banc de la société. Il préférait les hommes aux femmes. S'il ne rencontrait pas un autre homosexuel qui pourrait l'aimer, il serait à jamais exclu, à jamais délaissé. C'était le pire problème qu'il ait eu à affronter. À l'instant où son regard avait vu l'affolement et le dégoût dans celui de Kwang, il avait su que la nef de son destin avait changé de cap. Ce regard horrifié chez son ami de toujours lui avait jeté au visage un acide tenace qui lui faisait maintenant une seconde peau,
granuleuse et sale comme celle d'un crapaud. Cette seconde peau lui resterait car elle s'était greffée sur la première. Elle s'appelait la honte, l'affliction, et elle faisait désormais partie de lui. Kwang et Tan continuaient à se parler, d'échanger sur les devoirs et les exercices. Ils essayaient de ne pas revenir sur ce qui s'était passé, d'adopter un comportement normal pour éviter les médisances des camarades. Quand la professeure avait rapporté à Kwang les paroles de Tan, il avait immédiatement saisi la perche. « Il n'y a aucun problème entre nous deux, mais nos mères sont compliquées, expliquait-il à leurs camarades de classe, qui évidemment crurent à cette explication. On ne vit plus Kwang mettre son bras autour du cou de Tan ou le prendre par la taille, et ils ne s'asseyaient plus côte à côte. Tan accepta d'être ainsi mis à distance, comme on faisait autrefois avec les lépreux. Maîtresse Yen et Maître Ti ne surent rien. Leur vie de couple était sereine. Professionnellement, ils étaient satisfaits. Leur fils était merveilleux, un fils dont bien des parents auraient rêvé. Ils n'avaient plus qu'un seul désir, tardif mais pressant, celui d'avoir un deuxième enfant. Certes, ils n'étaient plus jeunes, mais la naissance de Petit Khan, alors que Madame Roux avait 46 ans, était un exemple bien encourageant. Même si Maîtresse Yen avait toujours affirmé qu'elle adopterait un enfant, Tan savait qu'en son cœur, elle aurait bien aimé faire un Petit Khan de Madame Roux. Le vrai Petit Khan, lui, revenait très souvent en visite chez eux, et tout le monde le considérait comme l'enfant adoptif de la famille. Les parents de Tan vivaient donc dans leur monde. Tan, désormais, seul à l'étage, contemplait de sa fenêtre le verger dans la nuit et se demandait « Comment vais-je vivre ma vie d'homosexuel ? Pour ma mère, c'est inimaginable. Et mon père, il sera terrifié. L'appartement dans la rue des Chausseurs a un œil attend un héritier et j'ai été désignée. L'oncle aîné n'a que des filles, le troisième frère de la famille est fou, donc c'est mon père, Maître Ti, qui perpétuera la lignée avec son fils. Même si je ne mets jamais les pieds dans cet appartement glauque, je porte le nom des Nguyen et le destin m'a désigné, m'a assigné ce rôle. Mais comment est-ce possible maintenant ? Les cartes sont désormais retournées. Comment vais-je pouvoir me marier avec une femme sans amour ? Comment vais-je me sortir de ces entraves et de ces chaînes ? Les nuits tourmentées se succédaient. Nuits d'été pleines de brume, nuits d'automne pluvieuses, nuits d'hiver glaciales, hantées par le sifflement du vent et le tapage des branches contre les volets. Puis vinrent les douces nuits de printemps avec leurs brises légères, infinies. Les lucioles flottaient, telles des étoiles dans la canopée des pamplemoussiers. Tan se rappelait les nuits qu'il passait enfant debout sur le tabouret à la fenêtre de la cuisine, fasciné par le ballet des lucioles dans le verger. Sa mère lui entourait la taille de ses deux bras, se penchait sur sa chevelure pour en respirer l'odeur végétale. Hélas, elles étaient bien loin, ces douceurs d'antan. Maintenant, il n'avait plus le droit d'enfouir son visage entre les seins de sa mère, de sentir ses masses, douces et parfumées, lui caresser les joues, sa chair se fondre dans la sienne, lui procurant simultanément sécurité et extase. J'ai grandi, je suis trop vieux pour grimper sur un tabouret, pour recevoir la protection, les caresses de ma mère. Mais je n'aurai rien en compensation de ce bonheur enfantin. L'interdiction de dormir dans le lit de mes parents m'a définitivement chassée de la couche des autres femmes. Aucun paradis ne s'est ouvert à moi pour remplacer celui de mon enfance. Pourtant, tous les garçons connaissent cette métamorphose. Mais les autres ont tellement de chance de pouvoir s'adapter comme des caméléons à d'autres couleurs, à un autre milieu. Moi, je suis un renard tombé dans les sables mouvants, ou une loutre abandonnée en plein désert. Je suis condamné à l'infamie, condamné à vie. L'amertume est une torture. Un jour, après avoir observé son fils, un long moment, Maîtresse Yen demanda « Tu es malade ?»« Non, j'ai la migraine. »« Demain, va consulter à l'hôpital. »« Ne t'en fais pas, mère, tout le monde peut avoir la migraine. Et je ne supporte pas l'odeur de l'hôpital. » C'était au repas de midi. Son père intervint. « Notre fils a raison. Chaque fois que je veux voir quelqu'un à l'hôpital, j'ai envie de vomir, rien qu'à respirer cet air. C'est horrible, ces odeurs d'antiseptiques et de maladies. C'est pas bien de le dire, mais c'est la vérité. Vous êtes atteints du syndrome de la propreté l'un et l'autre. Mais bon,
À 2 contre 1, je me rends, rit maîtresse Yen. Pourtant, le soir venu, sa mère lui concocta une poule mitonnée aux herbes médicinales. Si tu ne veux pas aller à l'hôpital, alors mange. Oui, mère. C'était un ordre. 2 semaines après, on ne parlait plus que de Madame Vannes, la bouchère, qui faisait scandale au marché. Était-ce une coïncidence ou un avertissement du destin pour que Tan comprenne mieux son sort? Avant de découvrir ses préférences, il ne savait rien des homosexuels, sans doute parce que ces derniers vivaient dans l'ombre ou parce que les gens anormaux suscitaient le rejet. Dans toutes les sociétés, les marginaux ont toujours attiré la curiosité. Cette curiosité se double très souvent d'admiration ou, au contraire, de mépris et de haine. L'admiration est rare et ne s'exprime pas ouvertement. En revanche, le mépris et la haine s'affichent et servent même de caution pour prouver que l'on est normal, que l'on est légitime, que l'on est du côté de la majorité, car la majorité, c'est la force. Le Vietnam est une terre condamnée à la guerre perpétuelle, et les guerres réclament qu'on désigne des ennemis. Ceux qui sont liés à l'ennemi sont tous des criminels, valets de l'impérialisme, espions à la solde de l'étranger. Ils adhèrent idéologiquement au colonialisme et au capitalisme. Ceux-là, s'ils ne sont pas abattus, moisiront de toute façon dans les geôles. Juste en dessous, dans l'échelle de la culpabilité, on trouve les rebelles. Ceux-là sont contre le Parti communiste, s'adonnent à des activités décadentes et pratiquent le mode de vie occidental. Ce sont des artistes et des écrivains, la bande des artistes humanistes, des révisionnistes à la Khrouchtchev. Ils aiment écouter la musique de l'âge d'or, cette musique d'avant 1975 dans le Sud. Ils organisent illégalement des soirées dansantes. Enfin, encore en dessous, moins nuisibles, sont ceux qui portent des pantalons évasés, des cheveux longs, des chemises trop courtes, laissant voir leur nombril, etc. Ces derniers, quoique inoffensifs, sont quand même arrêtés et passent quelques jours en prison avant d'être rendus à leur famille. Les homosexuels, eux, ne sont pas considérés comme aussi dangereux. Ils vivent leur sexualité dans l'ombre, comme une herbe sauvage et chétive qui ne s'expose jamais au soleil, mais pousse au pied des murs ou dans les temples abandonnés. On n'y fait jamais trop attention. Déjà mobilisés depuis longtemps pour haïr tant d'ennemis et hurler des slogans jour et nuit, les gens sont épuisés et n'ont plus l'énergie d'aller chercher noise aux homosexuels. À 6 ans, Tam avait été témoin de quelques punitions infligées aux jeunes à cheveux longs et à pattes d'œuf. En des journées dites de lutte contre les mauvaises mœurs, policiers et miliciens en force bouclaient toutes les grandes artères dès le petit matin. Au coup de sifflet, les véhicules devaient tous s'arrêter. Les troupes d'hommes aux brassards rouges avançaient de chaque extrémité de la rue afin de prendre en tenaille tous les gens, des jeunes, en un point précis. Là, à l'aide de ciseaux et de couteaux, ils taillaient les chevelures, coupaient les bas de pantalon. Aucun de ces adolescents, pourtant grands et forts, n'osait se battre ou résister. Pâles, tremblants, ils gardaient les yeux baissés sous le regard des badauds qui, curieux mais apeurés, indignés mais n'osant élever la voix, faisaient cercle autour d'eux derrière les policiers armés de pistolets, de matraques et de menottes. Pendant ce temps, un haut-parleur hurlait « Aujourd'hui, quelques-uns veulent imiter la vie décadente des pays capitalistes. Ils salissent la vie saine prônée et défiée par le socialisme. Même si en esprit, ils n'ont pas encore osé s'opposer au parti, ces jeunes égarés sont déjà, dans leur apparence, contaminés par l'Occident. Nous devons sans tarder les réformer pour en faire des citoyens dignes de ce nom. » Ainsi réformés, en pleine rue, les malheureux filaient sans demander leur reste, dans leurs pantalons en lambeaux, et pour ceux dont on avait tailladé la chevelure, couraient chez le coiffeur se faire raser la tête entièrement comme des bonzes. Après toutes ces années, les vociférations du haut-parleur résonnaient encore dans l'oreille de Tan, et les visages blêmes des adolescents, entourés de policiers en uniforme, restaient gravés dans sa mémoire. Cependant, il n'avait jamais assisté à une chasse ou à un lynchage d'homosexuels. Ces derniers ne représentaient pas grand-chose dans une société déjà encombrée d'ennemis.
ennemi de classe, de la nation, du parti du peuple. C'était un non-sujet. Et pourtant, par une coïncidence étrange, le scandale de la bouchère du marché éclata quelques semaines après sa rupture avec Kwang. On en discutait âprement dans les échoppes à vin où on prenait l'apéritif, entre les cacahuètes, la sèche grillée et les salades au bœuf séché. Ou alors dans les salons de coiffure ou de manicure où les dames en faisaient des gorges chaudes. Ce n'était pas aussi frappant qu'un suicide, un chantage, un viol ou un meurtre, mais assez pour meubler un peu le morne quotidien de la cité. Pour Tan, ce fut une lumière infernale éclairant le fond de son âme. Plus il prenait conscience de la situation, plus son cœur saignait. Et par une ironie du sort, ses parents qui ne savaient rien continuaient tranquillement d'évoquer l'affaire de la bouchère devant lui. Merci. Merci Catherine Allégret. Belle J'ai lecture. un petit peu bafouillé 2-3 fois. Mais enfin, bon. Écoutez, je crois qu'on n'a aucun reproche à vous faire. Est-ce que vous avez pu répondre au téléphone? Je me suis fait du souci. Parce que là, je me suis dit, il y a peut-être un truc important. Alors cet extrait montre bien 1000 facettes de vous, Duong Thuong. La sensualité, le mensonge, le parti, le silence, beaucoup d'éléments qui sont importants dans vos livres. Mais quel est pour vous le cœur d'un livre? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous décidez d'écrire ce livre-là, d'être inspiré par celui-là et pas un autre? Ce livre-là, seulement une littérature. Si quelque chose critique envers le régime, c'est pas mon intention. Parce que ça fait partie d'une réalité. Et je vous dis déjà 2 fois ou 3 fois que j'utilisais pas littérature comme instrument pour notre lutte. C'est comme ça, quand j'écris un roman, je laisse amener par conduit par les personnages. Ça veut dire la personnage le plus, c'est le rythme, et moi je le suis, je les suis. Et les mille facettes ou non, je ne sais pas, mais quand même, je crois que la vie comme ça, il nous entoure. Il existe même les paysages comme un personnage. Et, parce qu'on ne peut pas vivre dans le désert comme nous, des gens tropicaux. On considère les arbres comme les hommes et les paysages aussi. C'est comme ça. Je trouve, j'écris une seule trait et les sentiments, les émotions et les personnages qui m'emportent et non l'inverse. Je compte rien. Je ne fais programmer pour les personnages. Je fais jamais le plan pour un roman, non. Dans ce livre, il y a bien sûr Tan et son aventure, mais comme chaque fois, puisque ce sont des livres, comme vous pouvez le voir, qui sont tout de même des livres de 700 à 800 pages, vous aimez beaucoup aussi raconter d'autres histoires, des histoires d'un petit peuple, des histoires de famille, et vous les glissez comme ça dans l'histoire. Ce qui vous intéresse, en fait, effectivement, ce sont des tas de personnages différents qui peuvent se réunir.
Non, parce que j'écris l'histoire sur Tân, mais quand il était dans la prison, la mort de Phạm Thị Lan, c'est une prisonnière qui évoque beaucoup ses souvenirs. Et il fait des comparaisons avec Phạm Thị Lan, une femme vraiment innocente, mais exécutée par son crime. Et je crois que la vie, c'est comme ça. La vie, exactement, c'est une sorte de jungle. Donc, de tous les autres, de toutes les sortes de différents arbres qui se poussent de même fois, qui s'entrelacent et qui s'entretenir aussi. Et parce qu'avec la mort de Phạm Thị Lan, Tân, il trouve qu'au moins, il a une renaissance pour exister. En tout cas, pour conclure, Duong Chung, parce que l'avion ne vous attendra pas, les collines d'eucalyptus, votre dernier livre est un livre absolument magnifique qui est à la fois, qui a cette sensualité dont on a un peu parlé, qui raconte effectivement le destin de ce personnage, l'un des destins, et puis vous dites que vous aimez payer vos dettes, eh bien vous avez payé votre dette à ce cousin. Merci, c'est vous qui dites, c'est pas moi. Merci à vous, merci. Merci encore et au revoir.